Chers amis de la médecine intégrative, bonjour et bienvenue, Maëva. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de l'hémogramme, qui est l'une des analyses les plus couramment prescrites en laboratoire, l'une des moins chères également et l'une des plus informatives. Donc c'est pour cela que les médecins ne s'en privent pas. Hémogramme également appelé NFS, numération formule sanguine, ou NFP, numération formule plaquette. Tout ça, en fait, ce sont des termes qui désignent la même chose. Donc, et l'hémogramme, c'est ce qui apparaît en général en première page de votre bilan de laboratoire. Alors, quelles sont les données analysées lors de l'hémogramme? On regarde donc d'abord les globules rouges, ce qu'on appelle les hématies ou érythrocytes. Tout ça également, ça désigne la même chose. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de rond. Hein. Je vous ai mis ici une vidéo en 3D pour vous montrer qu'un globule rouge, c'est plutôt en forme de disque incurvé, donc au milieu. Voilà, donc c'est un petit aparté sur l'aspect des hématies. Maintenant, nous allons passer au bilan, à l'hémogramme. Donc, comme je vous l'ai dit, en première page de votre bilan, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc hématologie, d'accord, numération formule plaquette, on vous met l'automate utilisé, et donc la première ligne, le nombre d'hématies, de globules rouges. Alors cette ligne, elle est de peu d'intérêt clinique en fait, donc en général on ne la regarde pas trop, on regarde donc la ligne suivante. Bon, évidemment, si le taux de globules rouges est effondré, ça va attirer l'œil. Bon, là, dans le cas présent, on a 5 460 000 hématies, c'est un chiffre normal. Voilà, on ne va pas plus loin, on est dans la norme, entre 4 et 6. Hein. Voilà. Par contre, une première ligne qu'on regarde, qui est très informative, c'est le taux d'hémoglobine en grammes par décilitre. Donc, ce taux d'hémoglobine va vous donner une information sur l'état de santé du patient. Évidemment, lorsqu'il est abaissé, lorsqu'il est trop bas, c'est qu'on appelle ça une anémie. Donc c'est qu'il y a un problème derrière cela. Il y a plein de sortes d'anémies. Je vous les passe rapidement. Donc ça peut être des anémies par hémorragie, accident ou des règles abondantes, hein, tout simplement. Ça peut être anémie par manque de fer, par manque de vitamines, B9, B12. Ça peut être une anémie hémolytique également. Donc il y a plein de sortes d'anémies. Et nous allons voir que les lignes suivantes vont nous donner, en cas d'anémie, une orientation sur les causes de l'anémie. En dessous de l'hémoglobine, vous avez l'hématocrite. L'hématocrite, c'est un ratio, c'est un pourcentage en fait. On regarde le taux d'éléments, ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, c'est-à-dire, bon, en grande majeure partie les globules rouges bien sûr, et le volume total de sang. C'est ce ratio en fait. Donc là, il est de 45%, il est tout à fait normal. Évidemment, lorsque vous avez une anémie en général, l'hématocrite, mécaniquement, elle baisse, hein, elle est appelée à baisser. Inversement, chez les gens qui peuvent avoir une polyglobulie, une pathologie, ou chez des sportifs dopés, à l'EPO ou aux stéroïdes, on peut avoir une augmentation de l'hématocrite, qui dans ce cas-là peut être dangereuse hein, lorsqu'on atteint des valeurs qui dépassent les 50%. La ligne suivante, c'est le VGM, ou volume globulaire moyen. Donc, c'est une ligne très informative. En cas d'anémie, on regarde si ce volume globulaire il est normal, augmenté ou abaissé. Lorsqu'il est abaissé, on parle de microcytose, hein, c'est une anémie microcytaire. Lorsqu'il est augmenté, on parle de macrocytose. Là, on aura une anémie macrocytaire. Je vous montrerai dans le tableau suivant vers quoi on s'orientera au niveau des causes. Les lignes suivantes sont moins intéressantes à mon avis. On a le TCMH, teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, et le CCMH, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Alors, avant de passer aux leucocytes, aux globules blancs, donc au niveau des hématies, des globules rouges, je voulais une petite explication. Les globules rouges, ce sont des cellules sans noyau. Attention, elles n'ont pas de noyau lorsqu'elles sont dans le sang. Mais lorsqu'elles sont dans la moelle osseuse, là, évidemment, ce sont des cellules avec un noyau, à différents stades, hein, proérythroblastes, érythroblastes, etc. Mais toutes ces cellules-là, normalement, vous ne les voyez pas dans le sang. D'accord? Dans le sang, couramment, on voit des globules rouges jeunes, qu'on appelle réticulocytes,
il restera quelques petits morceaux de noyau, ou alors au stade mature, évidemment, dans l'immense majorité, on trouvera des érythrocytes ou globules rouges ou hématies. Donc là, il n'y a carrément pas de noyau. En cas d'anémie dite régénérative, donc là, le corps va booster sa production de globules rouges pour compenser l'anémie. Dans ce cas-là, il n'est pas rare de trouver dans le sang le dernier stade avec noyau qu'on appelle l'érythroblaste acidophile. Ici, je vous ai mis donc un tableau pour vous montrer que l'aspect des hématies, c'est toute une science derrière cela, qui peut donner beaucoup d'informations. Évidemment, il faut avoir l'œil, hein, mais donc les biologistes et techniciens de laboratoire connaissent cela, et puis même les automates aujourd'hui arrivent à dépister pas mal les anomalies de morphologie des globules rouges. Donc comme je vous l'ai dit, en cas de macrocytose, donc volume augmenté du globule rouge, on peut s'orienter vers un déficit en vitamine B12 ou en folate. On peut s'orienter vers un problème hépatique, l'alcoolisme par exemple, ça provoque une augmentation du volume globulaire moyen, ou après une chimiothérapie ou d'autres pathologies. La microcytose, donc à l'inverse, une hématie donc plus petite, là on s'orientera en cas d'anémie plutôt vers un déficit en fer, où on peut s'orienter alors vers des problèmes de structure de l'hémoglobine, comme la thalassémie. Voilà. Et vous avez pas mal de morphologie pathologique des globules rouges. On ne va pas tous les détailler, mais je voulais vous en montrer un, qui est celui-là. Ça, c'est une coloration Megrunwald de GMSA. C'est le plus couramment fait en laboratoire. On fait une goutte de sang, un frottis, on colore au Megrunwald. Et donc, on voit donc les hématies, les globules blancs. Et là, vous avez des hématies qui ont une forme anormale. Regardez, on appelle ça des hématies falciformes, parce qu'elles sont en forme de faux, évidemment. Et c'est une pathologie génétique qui est même la plus répandue chez l'homme, c'est la drépanocytose, donc qui donne ces hématies falciformes. La drépanocytose, très répandue sur le continent africain, qui est une adaptation génétique, c'est un polymorphisme en fait, qui s'est fait donc par rapport en adaptation à la malaria, pardon, au paludisme. Donc ici, on voit les hématies falciformes. Alors, elles ont un défaut, c'est qu'elles ne vivent pas longtemps, ces hématies. Et du coup, ce sont des gens qui sont en anémie quasi permanente en général. Les hématies durent normalement 120 jours, mais en cas de drépanocytose, ça dure moins longtemps. Et là, donc là, le corps en général essaie de compenser évidemment en produisant plus d'hématies. Et c'est pour cela que l'on peut voir ici un érythroblaste, donc qui est le stade normalement que l'on ne voit pas trop dans le sang, mais là c'est parce que l'hématie a encore son noyau, et donc c'est simplement un signe que le corps régénère et boosté au niveau de la production de globules rouges. Ça, ce sont des leucocytes, des globules blancs, des polynucléaires neutrophiles. Alors voilà, donc la deuxième étape, donc on a parlé des globules rouges, on va maintenant parler des globules blancs, et après nous parlerons des plaquettes. Alors les globules blancs ou leucocytes, sur votre bilan ce sera écrit leucocytes, ce ne sera pas écrit globules blancs. Il y en a plusieurs sortes. Les plus courants, c'est celui-là, c'est le polynucléaire neutrophile, qui en général, pour schématiser, répond à l'infection bactérienne. Donc c'est le plus répandu en pourcentage. Là, vous voyez, sur une formule normale, on est autour de 55%. Donc c'est la cellule des globules blancs la plus répandue. Voilà, donc polynucléaire, pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils ont plusieurs noyaux. Bon, en réalité, il n'y en a qu'un seul, mais le noyau forme plusieurs lobes. Voilà, donc on appelle ça polynucléaire. Et évidemment, autour, vous avez des hématies, des globules rouges et des plaquettes. Voilà, nous allons en parler tout à l'heure. Deuxième famille de polynucléaires qui, elle, répond plus aux problèmes d'allergie et de parasitose, ce sont les polynucléaires éosinophiles. Très facile à reconnaître au microscope parce qu'ils ont des granules orangés au niveau du cytoplasme.
Voilà. Et leur taux est augmenté, comme je vous l'ai dit, en cas de parasitose et également en cas d'allergie. Donc ici, nous avons 3 polynucléaires éosinophiles. Et là, à gauche, c'est probablement un lymphocyte. Une autre image avec des polynucléaires éosinophiles. Donc on voit bien les granulations orange, très facile à reconnaître. Encore un. Alors je vous ai mis ça c'est un parasite sanguin justement que l'on trouve en Polynésie où je vis. Donc ça c'est un microfilaire en fait, qui lorsqu'il est dans le sang il est au stade microfilaire et si on ne traite pas le patient, donc il va passer au stade filaire adulte dans le système lymphatique et là ça peut provoquer un éléphantiasis, donc une jambe qui double de volume, etc. Donc ça c'est un parasite sanguicole, le microfilaire. Je ne vous montre pas le plasmodium, le parasite du paludisme, parce qu'il est déjà il est à l'intérieur des hématies, on ne verrait rien. C'est vraiment, ça se regarde à l'objectif 100 à l'immersion, c'est vraiment très très petit et ça demande un œil averti pour savoir quel type de plasmodium, à quel type de plasmodium on a affaire. Voilà, donc ça c'est un microfilaire, c'est juste pour information. Un autre type de globules blancs, ce sont les basophiles. Il y en a très peu normalement dans le sang, quand vous faites une formule sanguine en pourcentage. Donc il y en a très peu. Là par exemple sur ma formule, j'en ai 0,6%. Voilà. Les basophiles qui souvent répondent par exemple aux problèmes d'allergie. Ici vous avez ce qu'on appelle un plasmocyte. En fait c'est une sorte de lymphocyte B. Donc ce sont les lymphocytes qui sécrètent les anticorps, les immunoglobulines. Et donc le plasmocyte avec le noyau un peu excentré et puis un léger halo que l'on devine au niveau du cytoplasme. Bon, ça c'est juste à titre d'information. Et maintenant je vais vous parler donc de la dernière famille que l'on appelle les plaquettes, que vous allez trouver en général entre vos globules rouges et vos leucocytes. Vous avez une ligne pour les plaquettes. Alors sur un frottis, donc là il n'y a pas de globules blancs visibles. On voit donc qu'il y a beaucoup de globules rouges, des massifs. Et tous ces points violets là, ce sont des plaquettes qui peuvent avoir différentes tailles. Alors, on regarde effectivement qu'il n'y ait pas trop d'anomalies de forme, de taille. On regarde également qu'il n'y ait pas d'agrégat plaquettaire. Ça peut être un révélateur d'un mauvais prélèvement. Donc, par exemple, ici, voilà, vous avez des agrégats plaquettaires. Donc, si par exemple le prélèvement a été difficile, le préleveur n'a pas bien agité le tube avec l'anticoagulant. Et si on a des agrégats, bon après il y a d'autres processus auto-immuns qui peuvent expliquer ça, mais si on a des agrégats liés à un mauvais prélèvement, donc là il ne faut pas trop tenir compte du taux de plaquettes qui va être mesuré par l'appareil, parce que ce sera forcément faussé. Bon ici à titre d'information, c'est ce qu'on appelle un monocyte. Je vous en ai pas parlé, mais voilà, autre cellule du sang, le monocyte. Qui est également facile à reconnaître avec un noyau souvent un peu en forme d'enclume et un cytoplasme assez clair. Voilà. Donc les plaquettes, quel est le rôle des plaquettes? Donc le rôle des plaquettes, c'est donc au niveau de la coagulation, ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Donc il en faut un taux suffisamment important pour vous assurer une bonne coagulation du sang. Dans certaines pathologies, le taux de plaquettes peut être appelé à baisser. Donc si par exemple vous avez une infection virale, je pense à la dengue par exemple, d'autres infections virales, souvent vous allez avoir une formule qui va s'inverser, c'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles ne seront plus majoritaires dans le sang, ça va être les lymphocytes qui seront majoritaires, parce qu'ils vont répondre au virus, à l'infection virale. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle une formule inversée avec une lymphocytose, et vous allez, en cas de dengue hémorragique par exemple, vous pouvez avoir donc les plaquettes qui sont abaissées. On parle là de thrombocytopénie. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Bon voilà, je ne vous ai pas beaucoup parlé, il y a une autre famille donc de globules blancs qu'on appelle les monocytes, et également donc, avec des taux qui dans certains cas peuvent être liés à certaines pathologies, à des syndromes monocytaires et autres. Alors là, je vais vous donner à partir d'une simple numération formule plaquette comme ça, vous allez pouvoir calculer vous-même chez vous ce qu'on appelle
Le DNLR, c'est un ratio très intéressant qui va vous donner une idée de l'état de votre immunité et de votre état inflammatoire. Donc le DNLR, donc ratio dérivé neutrophile lymphocyte, d'accord. Alors un petit rappel avant de vous donner la formule de calcul que vous pourrez faire vous-même en prenant votre dernier bilan de laboratoire. Donc les neutrophiles, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est la première ligne, hein, en dessous des leucocytes totaux, vous avez les polynucléaires neutrophiles, donc vous avez un pourcentage. Donc là, pour faire vos calculs, vous allez prendre le chiffre en valeur absolue, hein, vous n'allez pas prendre le pourcentage, hein, ok. Vous allez prendre le chiffre en valeur absolue à droite. Donc vous allez prendre les polynucléaires neutrophiles, sachant donc que ces polynucléaires neutrophiles sont des marqueurs de l'immunité innée, de la réponse au stress et de l'inflammation. On les trouve en excès, donc en cas d'inflammation évidemment, de stress biologique ou de cortisol élevé. Un cas typique d'une personne qu'on a mis sous cortisone, par exemple, à dose élevée. Donc vous avez une hyperleucocytose avec beaucoup de polynucléaires neutrophiles. C'est un processus normal, il y a un relargage des leucocytes dans le sang, mais bon, ça c'est iatrogène, hein, c'est lié à l'administration de cortisone. Ensuite, donc, les lymphocytes qu'on utilise dans le calcul de ce ratio. Donc, les lymphocytes, c'est la ligne qui se trouve en dessous des polynucléaires, d'accord. Donc, vous prendrez également la valeur absolue, vous ne prendrez pas le pourcentage pour calculer. Les lymphocytes, donc, c'est l'immunité innée, l'immunité adaptative, donc notamment humorale ou cellulaire. Donc vous avez les lymphocytes B qui sécrètent les immunoglobulines, les anticorps. Vous avez les lymphocytes T, cytotoxiques. Donc là, on parle plutôt d'immunité cellulaire. Et donc, ils répondent souvent aux infections virales ou aux problèmes tumoraux. Donc, une baisse relative des lymphocytes, ça traduit un affaiblissement de l'immunité adaptative. Alors, comment calculer ce ratio? Vous allez prendre vos globules blancs totaux. Dans mon cas, c'est 5,43. Un taux normal de globules blancs, c'est entre 4 et 7, hein, 4 et 7500. Bon, là, je vois sur mon bilan, ils vont jusqu'à 10 000. 10 000 blancs, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà, pour moi, c'est quand même pathologique. Bon, voilà. Donc, 5,43, c'est le cas de cet hémogramme. Vous allez retirer donc les neutrophiles, c'est la ligne en dessous, donc 2,95, d'accord. Ne vous souciez pas des unités, puisque de toute façon, tout est donné dans la même unité. Et vous allez, le chiffre que vous avez trouvé là, vous prenez donc les neutrophiles et vous divisez par le chiffre que vous trouvez là. Et vous avez un ratio. S'il est égal à 1, c'est parfait. Jusqu'à 1,5, en fait, c'est bon. Donc, dans le cas de ce bilan, on est à 1,3. Entre 1 et 1,5, donc on a une immunité équilibrée avec une faible inflammation de fond. Lorsqu'on est supérieur à partir de 1,6 jusqu'à 2,5, c'est la zone de vigilance, hein, donc il peut y avoir un stress chronique ou une inflammation discrète à confirmer avec d'autres paramètres, notamment la CRP ultrasensible ou le fibrinogène. Et supérieur à 2,5, donc on a un profil inflammatoire qui est défavorable avec une immunité adaptative réduite. Alors, quel est l'intérêt de calculer ce DNLR en pathologie? Donc, j'ai trouvé pas mal de publications sur ce ratio, en fait. Donc, en oncologie, en infectiologie, donc, ce DLNR, en fait, c'est un marqueur pronostic de la survie globale en cas de cancer. Et également, donc, lorsqu'il est élevé, donc c'est un mauvais pronostic sous immunothérapie. Donc il vaut mieux avoir un DNLR le plus bas possible. Donc il y a pas mal de publications, vous en trouverez, concernant donc, le cancer en oncologie. On utilise ce DNLR pour voir effectivement le pronostic vital. Mais c'est également utilisé en infectiologie.
Voilà, donc un petit calcul intéressant que vous pouvez faire chez vous, qui ne figure pas de toute façon dans le résultat que vous fournit le laboratoire, hein. Un dernier mot voilà, sur mon livre Santé et longévité que je vous conseille. Donc, si vous êtes passionné de médecine intégrative, vous trouverez beaucoup d'informations, il y a pas mal d'images. C'est quand même très complet pour un peu moins de 20 euros, donc disponible sur Amazon. Voilà mes amis, donc prochaine vidéo, nous parlerons de la biochimie qui en général figure juste après l'hématologie dans un bilan de laboratoire. Vous avez la biochimie avec tous les paramètres de biochimie, du glucose à l'urée, la créatine, en passant par le cholestérol, l'acide urique, etc. Donc nous allons parler biochimie la prochaine fois. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.